Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, on reçoit la reine de la patate douce, mademoiselle. De suite, ça y est, Juju FitCat. Coucou, salut les petits chats. Ah, tu me fais ta petite intro? Oui, alors elle est un petit peu longue, mais je peux la dire. Salut les petits chats, c'est Juju FitCat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode du Clic d'Alix. Ah, pas mal. Ah, j'aime bien. T'as vu? Bah écoute, si tu veux, tu peux la mettre en début de... Ouais, tu sais quoi, je suis à deux doigts. Je suis à deux doigts de la garder. Grave, tu la mets au début. On incrustera juste la tête de notre non, invité. mais oui, on me tient comme tu sais pas comment dire, un petit emoji. Genre avec une petite auréole là autour comme ça, avec ma tête comme ça. Il y a moyen qu'on tente un petit dos comme ça. En vrai, ça pourrait être pas mal. Bon, ça va, t'es pas trop cassée là? Écoute, non, ça va. Des petites mésaventures aujourd'hui pour arriver jusqu'ici, mais le plus important, c'est qu'on est arrivé. Donc non, hyper contente d'être là en vrai. Ouais, ça me fait trop plaisir. C'est vrai qu'en plus tu viens du sud et tout, ça me fait plaisir que tu sois montée pour venir nous voir. Alors, je ne saurais pas vraiment comment définir ta chaîne, parce que c'est vrai on dit que t'es une youtubeuse fit, mais finalement, quand on regarde bien, bah, pas tellement. Enfin, tu fais quand même beaucoup de fitness. Là, tu m'as un peu cassé mon... Non, c'est vrai que, pardon. C'est vrai qu'en le disant, je me suis dit, oh, c'est peut-être pas terrible, ce que j'aime bien. Elle vient de me descendre mon truc. Voilà, finalement, écoutez, je ne sais plus quel est mon métier. Non, ce que je veux te dire, c'est que je vais repartir d'ici, je vais remettre tout en question. Bibou, bah écoute, en fait, les gens apparemment ils trouvent que je suis pas si fit. Non, tu es très fit. Attends, je me reprends parce que c'est vrai que c'était pas très poli de ma part. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas que du contenu fitness sur ta chaîne. Il y a pas mal de cuisine, il y a pas mal de vidéos en couple, des trucs un peu plus lifestyle, où tu vas aussi voir des corps de métier, etc. Donc comment est-ce que toi tu définirais ta chaîne aujourd'hui? Alors la phrase déjà que je mets un peu en bio de ma chaîne YouTube et qui est en bio d'ailleurs de tous mes réseaux, c'est sur ma chaîne YouTube, je parle de tout, sans tabou et avec mon humour. Donc en fait, je trouvais que c'était un peu la meilleure façon de définir ce que je fais, parce que c'est vrai que de base je suis quelqu'un qui a pas tellement de filtre. Quand je parle, je dis facilement ce que je pense, et d'ailleurs je sais même pas vraiment mentir quoi. J'ai toujours besoin de dire ce que je pense, j'ai pas trop de honte à parler de tous les sujets, et je veux que les gens se sentent vraiment libres quand ils sont sur ma chaîne. Et quelque chose aussi que j'ai envie de pouvoir un peu prouver aux gens, et notamment à travers mes réseaux, on n'est pas forcément restreint à être dans un seul domaine. Et je trouve qu'aujourd'hui on a tendance à énormément catégoriser les gens, c'est-à-dire que telle personne elle fait du sport, ok, bah en fait pour moi, elle est capable que de faire du sport. Si je la suis, c'est que pour le sport et rien d'autre. Telle personne est douée dans la cuisine, bah c'est que la cuisine. Et après, ça va plus loin dans les domaines de la vie. Et je trouve ça dommage, en fait, de réduire les gens à une seule chose, de réduire de façon générale l'humain à une seule chose, parce que dans la vie, on est passionné par plein de trucs. Il y a plein de trucs qui nous plaisent, il y a plein de trucs qui nous font vibrer, qui nous font envie. Et puis, c'est amené à évoluer au cours de la vie. Et du coup, l'idée, moi, sur ma chaîne, je voulais d'abord que les gens me suivent plus pour moi que pour ce que je fais sur ma chaîne. C'est-à-dire, je veux que les gens adhèrent à moi, Justine, qui je suis, ma personnalité, parce qu'après, ça me permet en fait de leur faire passer plein de messages sur plein de thématiques, et du coup, ça me permet de faire en sorte que quand je fais un truc rigolo, ils se divertissent, ils prennent du plaisir. Quand j'ai envie d'apporter un sujet plus sérieux, plus développement personnel, ils sont à l'écoute. Quand je leur donne une recette, après, ils sont au taquet pour la refaire. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que je me dis, si les gens adhèrent à moi, finalement, je vais pouvoir un peu mettre en avant plein de sujets auprès d'eux, et c'est pour ça que j'ai pas voulu me restreindre sur ma chaîne YouTube à être vraiment uniquement dans un seul domaine, et que j'ai eu envie vraiment dès les débuts de ma chaîne d'apporter plein de contenus différents. Parce que c'est vrai que tu partages énormément autour du bien-être, du fitness, etc. Et j'ai remonté tout ton feed Insta, et la première photo de ton compte Insta, de Juju FitCat, c'était une photo de ton bas du corps, de ta shape. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est la première vraie photo, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres et t'as un peu fait le ménage? C'est pas ma première vraie photo. Mon compte Instagram, je l'ai ouvert pendant l'été 2015, et cette photo-là, si je me souviens bien, j'étais déjà au Canada, donc ça date peut-être de octobre-novembre 2015. Et en fait, non, au début, j'avais posté, alors c'est pas du tout des trucs folichons, j'avais posté des photos de nourriture ou des photos de moi après la course à pied, ou bien de mes baskets après que j'avais été courir justement. Sauf que quand je l'avais démarré, j'étais encore dans une période où j'étais en fait en pleine anorexie, et du coup, je pense que j'utilisais pas les réseaux à bon escient, et j'ai tout supprimé parce que je me suis dit, je veux pas faire passer les mauvais messages aux gens, surtout quand j'ai commencé à être beaucoup suivie. Et du coup, tout ce qui remontait un peu à cette période-là, j'étais plus tellement sûre de mon contenu, de la façon dont je l'avais amené. Et du coup, en fait, j'ai tout enlevé. Et il y a eu aussi ce côté où, quand je suis arrivée au Canada, pour moi, c'était le renouveau. J'étais dans cette optique de découvrir la Justine que j'étais vraiment, celle
celle que je voulais vraiment être. Et du coup, j'ai eu besoin que tout soit nouveau dans ma vie, y compris mon compte Instagram, qui avait pas beaucoup d'ancienneté, soit dit en passant, mais je voulais que ce soit voilà, juste le début de Justine, moi, celle que je suis vraiment aujourd'hui. Quand tu expliques justement ce départ au Canada, je sens vraiment, quand tu parles que tu avais besoin d'un déclic, d'un truc qui change ta vie. Quelles ont été les étapes qui ont mené à la femme que tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y a 2-3 grosses étapes de ta vie que tu as dû passer? Parce que tu en as rapidement parlé sur tes réseaux, mais sans forcément t'étaler dessus. Est-ce que tu peux me dire quelles ont été les étapes qui ont construit celle que tu es aujourd'hui? Alors, pour la petite anecdote, à l'âge de 7 ans à peu près, j'ai fait une dépression de l'enfant. C'est comme ça qu'on dit chez les psychologues, il me semble. En fait, j'ai fait une grosse dépression qui a duré quand même entre 6 mois et 1 an par là. J'en ai jamais trop parlé sur mes réseaux parce que j'ai pas encore eu l'opportunité, je pense, de le faire et que j'y ai pas forcément pensé, mais des fois je me dis que ça pourrait aider parce qu'il y a peut-être des parents qui ont des enfants dans cette situation ou des enfants qui ont des mal-être. Et en fait, c'était une dépression assez spéciale. En fait, j'ai assisté à un enterrement petite et pour le coup, c'est pas du tout mes parents qui m'ont forcé ou quoi que ce soit à y aller, c'est de moi-même. C'était en fait l'enterrement de la maman d'une petite camarade d'école primaire et sa maman malheureusement est décédée quand elle était toute petite et du coup, je me suis dit c'est ma copine et il faut que j'y aille. Donc j'ai fait cette démarche d'y aller. Je connaissais pas sa maman, donc j'ai pas forcément spécialement pleuré à l'enterrement parce que j'étais pas proche de sa maman et c'était pas quelqu'un de ma famille, donc j'ai pas forcément eu cette émotion-là. Et pourtant, pas très longtemps après ça, en fait, j'ai commencé à faire une grosse dépression autour de la mort. Et vraiment, vraiment à me poser des questions existentielles à l'âge de 7 ans, vraiment sur la vie après la mort, la mort de façon générale. Et en fait, je suis vraiment tombée dans une dépression et du coup, j'en étais à pleurer tous les soirs, à plus vouloir manger parce que j'avais peur de m'étouffer en mangeant et donc de mourir. Je priais tous les soirs dans mon lit pour que ma famille aille bien, pour que mes proches n'aient pas de problème, pour les gens de ma famille qui étaient décédés, pour envoyer une pensée, etc. Donc j'étais vraiment rentrée dans quelque chose de très spécial et qui a été très difficile. Je voulais pas aller à l'école parce que je voulais surtout pas être loin de mes parents pour pas qu'ils aient un problème ou que moi j'ai un problème en étant loin d'eux. Donc ça a duré quand même un bon moment et à la suite de ça j'ai déclenché un vitiligo, donc une maladie auto-immune. Donc j'ai de toute façon, de façon générale en moi un terrain propice à développer des maladies auto-immunes tout au long de ma vie. Je peux en développer. C'est un peu la loterie. Oui, c'est ça. C'est la loterie des maladies. Cette année, qu'est-ce qu'on va développer? Exactement. C'est un mode alors. Qu'est-ce que 2021 me réserve? Et du coup, c'est vrai que je peux développer comme ça au cours de ma vie des maladies auto-immunes. Et la première, ça a été suite à ce traumatisme-là, parce que le vitiligo, c'est une maladie qui se déclenche très souvent quand il y a un traumatisme. Choc, Voilà. Et du coup, ça s'est déclenché suite à ce choc émotionnel. Et du coup, c'est à l'âge de 7 ans que j'ai suivi ma première thérapie chez une psychologue. Et c'est vrai que je sais que c'est très tabou de parler de psy. Peut-être un peu moins aujourd'hui, ça se démocratise. La santé mentale de plus en plus sur les réseaux. Et c'est tant mieux. Et je pense que le confinement aussi a peut-être déclenché ça. Mais c'est vrai que c'est assez tabou et moi, j'ai pas de honte à dire qu'à 7 ans, j'ai été pour la première fois chez la psychologue. Ça m'a fait énormément de bien. Mais du coup, c'est vrai que j'ai eu ce vitiligo. J'ai une grande mèche blanche dans les cheveux, tu vois, qu'on voit bien là, je pense, et qui est venue aussi à la suite de ça. Et pour le coup, en fait, moi, ce qui a été le déclic, et c'est assez rigolo comme anecdote, on était partis au ski avec mes parents. Et en fait, j'ai regardé un soir à la télé, il passait le film Forrest Gump. Et franchement, je sais pas expliquer pourquoi, j'avais que 7 ans, donc je saurais pas dire. Mais littéralement, le lendemain, plus rien. Je suis l'impression que tu fonctionnes au déclic. Je suis passée de vraiment une petite fille en dépression à le lendemain, comme si rien n'était jamais arrivé et j'ai repris ma vie normale et ça a été vraiment le déclic. Donc j'ai quand même continué à suivre la thérapie chez la psy parce qu'il fallait aller au bout du travail. Mais je saurais pas pourquoi. Mais voilà, c'est vraiment le film pour le coup qui à cet âge-là a eu un gros impact sur ma vie. Et voilà, après en grosse étape, j'ai eu mon anorexie qui a été une grosse étape entre mes 18 et mes 20 ans, qui est arrivée au début suite à une relation compliquée avec ma maman. Qui a une relation compliquée avec elle-même et qui en fait qui de façon générale en fait même encore aujourd'hui, mais ça a commencé très jeune, a toujours eu une relation difficile avec son corps et qui du coup a énormément répercuté ça sur moi. Et du coup, qui voulait vraiment que je sois à l'image qu'elle avait du corps qui doit être le corps parfait, donc très mince, parce que c'était aussi la mode très certainement à son époque. Et donc, en fait,
elle reprochait ça beaucoup sur moi et qui du coup à une période de ma vie quand j'avais 17 ans a eu des mots assez difficiles à mon égard par rapport à mon physique et du coup on a eu une période assez dure où moi j'étais vraiment en conflit avec ma maman, où j'allais dormir chez des copains pour fuir un peu tout ça. Et du coup, en fait, au début, je me suis presque forcée au départ à tomber dans l'anorexie pour la punir un peu, en mode ok, bah t'as eu des mots à mon égard qui ont été durs à entendre pour une jeune fille de 17 ans qui a déjà énormément de mal à s'accepter, à aimer son reflet dans le miroir. Et du coup, je me suis dit bon bah pour la peine, à cause de toi, tu vas voir, bah je vais plus manger. Et donc ça a commencé comme ça a duré quelques mois jusqu'à ce que mon frère l'apprenne, parce que j'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi, qui est très protecteur, qui du coup était pas content du tout et qui donc du coup a un peu tiré les oreilles de ma maman parce qu'on a une relation vraiment très fusionnelle en tant que frère et sœur. Et c'est grâce à lui que je me suis remise un peu à manger, etc. Et sauf qu'en fait finalement les mots que ma maman avait eu à mon égard se sont incrustés dans ma tête et sans que je le veuille, ont fait leur chemin. Et puis sans que je m'en rende compte, petit à petit, je me suis mise à courir énormément. Donc je courais l'équivalent d'un marathon par semaine. Donc mais pas du cardio. Beaucoup. Mais pas du tout par envie, par obligation. Oui. Parce que je me disais, en fait, c'est comme ça que j'aurais un corps bien. Et au début, je me disais, ok, si je cours beaucoup, du coup, je peux manger beaucoup. Comme ça, au moins, plus personne ne peut rien me dire. Parce que de toute façon, vu que je cours, je perds quand même du poids, je suis en forme, bon voilà. Et puis petit à petit, en fait, je me suis mise à courir. Et puis de moins en moins manger, jusqu'à quasiment plus rien manger. Et du coup, j'ai quand même perdu pas loin de 16 kilos. Ouais. Donc, en soi, c'est beaucoup comme pas beaucoup dans le sens où il y a des personnes, et je le dis souvent, il y a des personnes qui tombent dans des anorexies encore bien plus graves et bien plus poussées que la mienne, qui en sont à aller à l'hôpital, etc. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir le déclic avant que ça en arrive là. Mais c'était déjà quand même très malsain. Et quand je revois des photos de moi à l'époque, je me dis waouh. Alors en plus, c'est une période où je me prenais pas tant que ça en photo parce que c'est une période où on n'est pas du tout à l'aise avec son corps. Donc on n'a pas forcément envie de se prendre en photo, mais quand je revois les quelques photos que j'ai, je me dis mais ça fait bizarre quoi. J'avais vraiment l'air, ça se voyait que j'étais un peu malade, que j'étais pas heureuse, et du coup c'est pour ça qu'en fait je suis partie au Canada parce que j'ai eu une période où justement j'ai resuivi une psychologue à cet âge-là. Et la psychologue m'a dit, mot pour mot, je pense que vous avez vraiment besoin de vous détacher de votre relation que vous avez avec votre maman, qui est beaucoup trop, qui a beaucoup d'emprise en fait sur vous. Et il faut que vous puissiez construire votre identité, que vous puissiez découvrir qui vous êtes, la femme que vous avez envie d'être, ce que la vie peut vous apporter, etc. Et en fait, du coup, je suis partie au Canada vraiment sur un coup de tête. J'ai fait mon dossier un peu en mode, allez, je tente ma chance. J'ai été acceptée et une fois que j'ai été acceptée, j'ai dit à mes parents, moi, dans 6 mois, je m'en vais, j'ai besoin de voir autre chose. Et pour le coup, mes parents là-dessus m'ont beaucoup soutenue parce que, par contre, mes parents étaient vraiment les premiers à pousser, que ce soit mon frère ou moi, à nous pousser à avoir des expériences de vie à l'étranger, etc., pour vraiment justement s'enrichir, rencontrer des nouvelles personnes. Et donc ça, pour le coup, ça, bien évidemment, ça leur a fait bizarre sur le côté, on va devoir se passer de notre fille pendant 1 an et c'est toujours dur pour un parent. Mais c'était les premiers à me dire, tu vas revenir grandi de cette expérience, donc vas-y. Et du coup, ils m'ont permis d'y aller. Et du coup, j'ai passé 1 an là-bas et vraiment, le Canada, moi, ça a été le renouveau, mais à tous les niveaux. Ce moment où tu pars au Canada, c'est aussi le moment où tu te mets vraiment beaucoup plus au sport, en tout cas à la muscu. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais comme sport avant de partir au Canada ? Est-ce que tu faisais du sport déjà ? Alors oui, pour le coup, par contre, j'ai toujours été hyper sportive. Ça, c'est pareil. C'est vrai que mes parents nous ont très vite mis au sport, que ce soit mon frère ou moi. Mon frère parce qu'il était très hyperactif. Moi parce que j'avais envie de faire du sport. Et donc, ils ont toujours suivi mes envies là-dessus. Dès que j'ai voulu changer de sport, c'était parce que je sais qu'il y a des parents, des fois, qui forcent leurs enfants à être dans un sport, à aller jusqu'au bout et en mode très compétition et tout. Moi, pour le coup, mes parents, c'était un peu, j'ai envie de faire ça. Ok, on te suit, j'ai envie de faire ça. Allez. Et donc, du coup, c'est vrai que, franchement, depuis toute petite, je pense que j'ai toujours fait au minimum 3-4 heures de sport par semaine. Ouais. J'ai fait du tennis, j'ai fait de la danse, j'ai fait des sports de combat, j'ai fait de l'équitation pendant 17 ans. Donc, l'équitation, ça a été toujours le sport stable que j'ai eu vraiment toute ma vie, vraiment. Et je suis très heureuse d'avoir fait ce sport-là et que mes parents m'aient permis de le faire parce que c'est un sport qui est quand même coûteux. Donc, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire de l'équitation. Et pour le coup, ce que j'aime beaucoup dans ce sport, c'est que je pense que quand on est très jeune, ça apprend le respect et le fait de s'occuper d'un autre être vivant. Et je pense que ça forge beaucoup à ce niveau-là parce qu'on a une responsabilité, en fait, dès qu'on est tout petit. Et en fait, je pense que ça fait vraiment grandir. Et du coup, toujours beaucoup de sport. Et quand je suis arrivée au Canada, en fait, comme du coup, je faisais à ce moment-là de la course à pied, mais pas du tout pour les bonnes raisons,
je suis arrivée là-bas et j'ai eu ce déclic de me dire, ok, il faut absolument que maintenant, je me reprenne en main, ça peut pas durer, je peux pas continuer à être dans cette tristesse permanente, d'être fatiguée constamment parce que de pas manger, ça fatigue, il y a pas d'énergie. Et avec les études que je faisais, mon cerveau, il pompait le peu d'énergie qui me restait, donc c'était difficile. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut absolument que je trouve une solution. Et en fait, c'est vrai que à ce moment-là, comme je découvrais aussi un peu Instagram, j'ai vu plein de comptes de fitness, de muscu passer, et je voyais qu'ils avaient des corps en forme, musclés et tout. Et je me suis dit, ok, peut-être qu'en fait, c'est ça qu'il me faut pour reprendre du poids, me mettre à la muscu, comme ça, j'aurais peut-être l'impression de reprendre du poids bien, entre guillemets, même s'il n'y a pas de bonne façon de reprendre du poids. Mais dans ma tête, à ce moment-là, c'était ça. Il fallait que je reprenne du poids, mais j'avais trop peur de reprendre du poids en mode gras, ou tu vois. Et donc, du coup, pour moi, la muscu, c'était la solution qui m'a vraiment aidée à me sortir de ça. Et en fait, c'est assez rigolo ce que tu dis, parce que tu suivais des gens qui t'ont inspiré pour reprendre du poids. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, parce que forcément, je suis persuadée que parmi les gens qui te suivent, il y a des jeunes filles ou des jeunes garçons, ou même pas forcément jeunes d'ailleurs, qui te suivent pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être envie de se sortir. Alors, pas nécessairement d'un trouble du comportement alimentaire, mais pour peut-être avoir un déclic. Comment est-ce que tu fais pour être un créateur de contenu sain, c'est-à-dire motivé, mais pas être oppressant. Et parce que tu vois, je vois pendant le confinement, il y a plein de gens qui disaient « Moi, je unfollow telle personne parce qu'elle montrait qu'elle faisait du sport, ça me faisait culpabiliser. » Donc comment tu fais pour être dans le fitness sans forcément faire culpabiliser les gens ? C'est une bonne question. Je pense, c'est pas évident à répondre. Déjà, j'espère justement que je fais pas culpabiliser les gens, parce que même si la majorité des retours que j'ai sont positifs, c'est sûr, mais j'espère en tout cas que c'est pas l'image que je renvoie. Les gens savent, moi je suis souvent honnête là-dessus, les gens savent très bien que je suis la première à prendre des jours de repos quand j'en ai besoin, et je le dis. Je suis pas la fille en mode no pain no gain, tous les lundis, c'est le premier jour de la semaine, faut absolument être à la salle. Moi, la première, ça m'est arrivé des fois le lundi, non, j'ai pas envie en fait, c'est pas parce que c'est lundi, que c'est le début de la semaine, que c'est le renouveau, que c'est des trucs, moi, personnellement, j'adhère pas trop, en mode, je me dis, quand t'as besoin de quelque chose, de toute façon, n'importe quel moment, c'est le bon moment, parce qu'il y a pas de bon moment. Donc, c'est vrai que je suis pas trop dans ce délire-là, de no pain no gain, jamais de repos, faut être à fond, la motivation non-stop, en gros, t'as pas le droit d'avoir des moments de faiblesse, etc. Au contraire, moi, la première, je m'écoute beaucoup. C'est quelque chose que j'ai appris parce que j'étais pas du tout comme ça. Quand j'ai commencé la musculation, justement, j'ai commencé en mode un peu no pain no gain, faut être tout le temps à fond, jamais de repos, etc. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que c'est pas comme ça que mon corps, il allait suivre toute ma vie et qu'il allait justement continuer à me donner ce qu'il me donne aujourd'hui, parce que j'ai la chance d'avoir un corps en bonne santé qui me permet de faire des choses extraordinaires. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas suffisamment compte, et parfois on a envie de se pousser toujours plus, toujours au bout du bout. Mais voilà, je sais que pour que ça continue pendant des années, et c'est mon but, il faut que mon corps parfois il se repose. Et donc aujourd'hui, justement, c'est ce que j'essaye de montrer aux gens, que moi aussi, la première, y a des jours dans la semaine où j'ai pas envie, où j'ai pas le temps. C'est pas grave, ça ira mieux une prochaine fois. Parfois, je suis très fatiguée. Et quand je suis très fatiguée, je dis toujours aux gens, vous entraînez pas quand vous êtes fatigué, ça sert à rien. C'est plus une raison de se blesser, de faire une mauvaise séance et du coup d'en prendre un coup au moral. Vaut mieux faire une journée où tu fais rien et le lendemain, t'es en forme. Et là, du coup, tu vas faire un truc hyper cool et tu seras hyper fier de toi. Parce que du coup, ça cultive cette énergie positive, que si tu vas un peu en mode reculons parce que tu sens que t'es fatigué, t'as la flemme et machin, tu ressors de ta séance, en fait, la moitié des trucs, ça s'est pas bien passé, c'était pas ouf, et tu ressors en mode je l'ai fait parce qu'il fallait, quoi. Donc c'est vrai que moi je fonctionne beaucoup comme ça. Pareil pour l'alimentation. Je suis la première à faire attention à ce que je mange et à manger sainement, parce que j'aime ça et parce que j'ai appris que gourmand et sain, ça allait ensemble bien au-delà de ce qu'on peut penser, où on se dit souvent sain, ça veut dire que c'est pas bon, que ça a pas de goût, mais c'est faux. Donc du coup, je me fais vraiment plaisir dans mon alimentation. Mais je suis la première à aimer de temps en temps manger mon petit cannelé parce que je kiffe les cannelés, manger mon cinnamon roll le matin au petit-déj parce que j'aime ça, avoir envie, je sais pas moi, d'un burger. Donc en fait, je veux vraiment que les gens arrivent à trouver l'équilibre. Et j'espère en tout cas que c'est ce que je leur fais passer comme message, et qui se sentent pas du tout complexés. J'essaye aussi de temps en temps de faire des posts, comme je les appelle, des posts un peu real life, en mode regardez les gars, moi aussi j'ai de la cellulite, c'est pas parce que je fais du sport 10 heures par semaine que j'ai pas des défauts, et encore c'est même pas des défauts, on nous fait croire que ça en est, mais c'est juste naturel, en fait. Sûr. Et l'idée c'est de montrer aux gens que je suis comme eux, et que pourtant moi aussi au début quand j'ai démarré la muscu, j'étais dans cette optique aussi de me dire oui, ça va être pour détruire toute ma cellulite,
perdre tous mes défauts et tout. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que non, ça faisait partie de mon corps et que c'était pas moche, c'était pas grave et qu'il n'y avait pas de honte et que l'idée, voilà, c'est de montrer ça aux gens, que moi aussi, la dernière fois, je me souviens, j'avais posté une story, c'est une petite anecdote, tiens, que je viens de repenser. J'avais mis une story, je faisais un câlin à mon chat. Et en fait, j'avais un legging et une brassière et en fait, comme j'étais un peu tournée, du coup, ça avait fait, je sais pas, des plis un peu sur le côté avec le legging. Et j'ai reçu un message d'une abonnée qui m'a dit « Mais merci Juju d'avoir posté cette photo en mode, en fait, juste t'es comme nous. » Et sûrement, moi, quand je l'ai postée, j'ai même pas réalisé ça. Moi, je postais la photo avec mon chat parce que la photo était hyper rigolote et que mon chat faisait encore une bêtise dessus. Et du coup, j'étais trop contente de poster la photo et je me suis dit « Putain, c'est fou que même ce genre de photo-là, ça puisse faire du bien. » Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, quand je me suis lancée sur les réseaux, et surtout au moment où j'ai beaucoup explosé à la période où Thibaut m'a beaucoup mise en avant, je savais qu'aux 20 000 personnes à qui je parlais avant que je sois connue via Thibaut, j'avais toujours été très naturelle. Et je savais que les gens m'acceptaient comme ça. Et quand j'ai été plus mise en avant via ces vidéos, je suis passée en une nuit de 20 000 à 100 000 personnes. Donc je me suis réveillée le lendemain matin. J'ai pris un gros choc et là je me suis dit ok, maintenant c'est est-ce que je deviens quelqu'un d'autre et il faut d'un coup que je me mette à être hyper apprêtée, à faire vachement attention à moi, ou est-ce que juste je reste moi, Juju, qui le matin se réveille et sort sa caméra avec sa tête dans le cul et tout. Et c'est ce que j'ai fait de suite. Je suis restée celle que j'étais avant en me disant tant pis, au pire ceux qui adhèrent pas parce que ils aiment pas le côté un peu trop nature peinture, c'est pas grave, de toute façon c'est moi et je peux pas être quelqu'un d'autre. Et au final, ça a été bien accepté et j'espère que c'est ce qui fait du bien aux gens aujourd'hui et que justement en voyant ça, ils se disent qu'eux aussi peuvent être totalement eux-mêmes, totalement naturels et voilà. T'as hésité quand même? Genre, est-ce que t'as pas flippé le matin en te réveillant en te disant « Ouh là là, ah si, est-ce qu'il serait pas temps de faire ma funéraire ?» J'ai flippé de ouf. En fait, les gens se disent que prendre autant d'abonnés d'un coup, c'est génial, mais c'est beaucoup plus stressant que génial parce qu'en fait, moi, au début, quand je m'adressais à aller vraiment au maximum, j'avais 20 000 personnes qui me suivaient, c'est déjà beaucoup, mais c'était 20 000 personnes qui étaient arrivées dans le temps, donc ça s'était pas fait du jour au lendemain, ça s'était fait en 2 ans. Et puis, c'était des personnes qui me suivaient vraiment pour le côté muscu, nutrition, et puis le côté, voilà, Juju, elle est hyper nature, hyper sans filtre, elle se montre avec sa tête dans tous les sens, elle s'en fout. Mais du coup, je me disais, voilà, ces personnes-là ont appris ça avec le temps et savent pourquoi ils sont là. Que là, du jour au lendemain, d'un coup, c'est plus de 100 000 personnes qui sont là, qui viennent d'univers complètement différents, qui viennent parce qu'ils t'ont vu sur une vidéo de Thibaut et que du coup, ils ont envie de voir qui t'es. Il y a un peu de voyeurisme aussi. Et du coup, j'étais en mode, waouh, il y a autant de personnes, pourquoi les gens sont là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire, qu'est-ce que je dois leur partager, encore une fois, est-ce que je dois changer, est-ce que je dois devenir quelqu'un que je suis pas, peut-être aussi pour me protéger, enfin, c'est hyper flippant, puis on a peur aussi de se voir changer. Un truc qui me faisait hyper flipper, c'était de me dire, mais si je prends la grosse tête, comment je fais, parce qu'on n'est pas préparé à ça, et tout le monde peut changer à tout moment. On n'est pas protégé contre ça, et on ne sait pas en fait comment on peut réagir dans ce genre de moment. Et je me souviens avoir dit à mon coach de muscu de l'époque avec lequel je préparais une compétition, j'avais dit écoute, si à un moment donné tu vois que je me mets à péter à je sais pas combien, à 1000 au-dessus de ma tête, que je deviens quelqu'un que je suis pas du tout et que je deviens imbu ou hautaine ou quoi, je lui dis mais surtout tu me mets 3 claques dans la figure, tu me recadres parce que ça serait horrible en fait pour moi et du coup j'espère que ça n'est pas arrivé en tout cas mais non, mes proches heureusement sont très terre à terre et je pense aussi qu'être bien entouré ça aide beaucoup. Ouais. Ah oui, mais je pense que de toute façon... Ouais. Mais c'est ce que beaucoup de créateurs me disent, qu'ils ont demandé à leurs parents ou à leur famille de leur dire le jour où tu sens que je décolle un peu... Ramène-moi très très vite sur Terre, s'il te plaît. Hein. Voilà, parce qu'on n'a pas envie de se voir changer complètement. Ça m'a donné l'idée d'un petit jeu, puisque cette saison, on a investi dans la roue des problèmes. La roue des problèmes. Je préfère la roue de la fortune, perso. Oui, mais c'est un peu la roue de la fortune parce que c'est une roue des problèmes gentille. Ok, ça va. Donc, le principe de la roue des problèmes est très simple. Tu as sur cette petite roue juste à ta gauche des phrases à compléter qui sont des questions. Si tu n'arrives pas à lire, je te lirai pour toi. Je vais te donner des noms de tes potes, de gens avec qui tu traînes sur les réseaux et tu vas devoir tirer une phrase, le nom de la personne et bim bam boum, tu me fais... Magnifique. Alors ça, c'était un clin d'œil. C'était parfait, génial. Bim bam boum, tu me fais... tu complètes la phrase avec le nom de la personne. Ok. Alors, nous allons partir sur... Allez, on va le mettre en numéro 1 parce qu'il est dans ce studio, il réclame. Depuis tout à l'heure, voilà, il fait la tête, c'est un enfant gâté. Hein. Alors, le dénommé Thibaut InShape. Ok, donc là, je tourne la roue de la fortune. Ouais, tourne la roue de la fortune. Pourquoi je dis ça, moi? Ta pire bêtise. Avec Thibaut InShape. Mais non, mais c'est quoi cette tête qu'il nous fait, lui, là-bas derrière?
Il attend à ce que je dise une grosse connerie. J'en ai une en tête, Bibou. Mais vas-y, La pire bêtise que j'ai fait, moi... Bah oui. Si j'ai malencontreusement posté un snap de mon Bibou. Ah, tu sais de quoi je vais parler? I remember. Ah oui, ouais. J'ai malencontreusement posté un snap de mon chéri dénudé, voilà, derrière une peluche licorne. Et c'était franchement en vrai. Le petit oiseau. Ouais, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée parce que, en gros, pour la petite histoire, à la base, on rentrait d'un salon du fitness. Une abonnée trop mignonne m'avait offert une peluche licorne trop jolie, qu'on a toujours d'ailleurs. Parce que maintenant, elle est baptisée, voilà. Et du coup, je fais ma petite story en mode merci beaucoup à l'abonnée trop mignonne qui m'a offert sa licorne et tout. Thibaut arrive, sort une grosse connerie en mode et moi, tu veux voir ma licorne? Voilà. Et donc, sur le moment, tout ça est filmé. Bien évidemment... Attends, parce qu'il faut quand même préciser pour les gens qui n'ont pas vu la séquence, il a montré sa licorne. Voilà, il a montré sa licorne. Voilà, sa licorne à lui. Et du coup, il est très gêné, là, actuellement, derrière. Et non, en vrai, je le raconte parce que de toute façon, tout le monde le sait. Donc, au bout d'un moment, voilà. Désolée, Bibou. Et non, du coup, en fait, j'enregistre la vidéo pour la garder sur mon téléphone. Grosse erreur, du coup, ne faites jamais comme moi. Et je l'enlève. Donc, jusque-là, tout va bien. Je refilme. Thibaut était plus là, ma vidéo, je redis la même chose, sans Thibaut, et tout va bien, je poste ma story Instagram et tout. Et sauf qu'en fait, les 2 vidéos s'enregistrent dans ma pellicule, je vais sur Snapchat pour republier ma story, parce que je republie mes stories sur Snapchat, et là, je republie la mauvaise story. Et je vérifie pas en fait, et il était 23h, je vais dormir. Je mets mon téléphone en mode avion, je dors. Si j'avais pas mis mon téléphone en mode avion aussi, peut-être que j'aurais été prévenue. Thibaut se réveille à 4h pour un tournage et en fait, il s'avère qu'il me dit Bibou, je comprends pas, je suis entêtée. Je fais ah bon, t'es en top tweet? Comment ça, t'es en top tweet? Il me dit en fait, je pense que tu as publié ta story. Je dis mais et là, en plus moi, trop sûre de moi. Je lui dis je te jure que non. Je lui sors, mais jusqu'au bout, hein. T'es bien têtu quoi. Je lui sors mon téléphone, je lui dis regarde, je lui montre Instagram et là on voit bien que sur Instagram, pas la story. Je lui dis alors, tu vois? Il me dit va sur Snapchat pour voir. Je vais sur Snapchat et là je vois votre compte est suspendu, vous avez enfreint les règles de... Et là j'ai dit oh merde. Oh là là. Et là j'ai fait oh non, ça y est, j'ai fait la boulette du siècle. Et franchement, mais horrible, on était dégoûtés. Vraiment là l'anecdote, voilà. Et du coup, lui il l'a pris à la rigolade. En mode lui il s'est dit bon écoute, c'est pas grave, tu vois. Enfin franchement il a été hyper cool parce que je me dis à tout moment tu peux être avec quelqu'un qui réagit hyper mal et ça pourrait être compréhensible aussi, tu vois. Et en fait il l'a pris en mode vachement à la rigolade et surtout il l'a pris en mode je suis surtout content que ce soit pas l'inverse qui se soit passé parce que entre guillemets on pardonne beaucoup plus ça à un garçon qu'on le pardonnerait à une fille. Donc il me dit je suis bien plus content et soulagé que ce soit arrivé à moi et en vrai ça peut être un peu comme un délire quand on était ado et que les garçons montraient leurs fesses sur les photos plutôt que ce soit arrivé à toi où là ça aurait été peut-être un peu plus délicat quoi. Mais voilà, là c'était ma plus grosse bêtise. Ouais, je pense que là on est sur un high level. Les prochains invités là du Click d'Alix, j'ai hâte d'entendre vos bêtises les gars. Oui, j'aime bien celle-ci. Darko avec qui vous avez tourné pas mal en ce moment en plus. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il va y avoir avec Darko? Un moment de chaîne avec Darko. Si, quand on a fait la vidéo pour la chaîne de Thibaut, à un moment donné, il y avait comme comme gage, parce que du coup on a joué avec leur application. En gros, il fallait embrasser sur la bouche le voisin de gauche. Ouais. Donc moi j'avais Thibaut à côté de moi, donc c'était hyper rigolo parce que du coup c'était cool en fait. En vrai, c'était mon chéri que je devais embrasser. Et sauf que sur le moment je me dis ça va. Et là, Thibaut se met à rigoler, me dit non, ça va pas, non. Et en fait, à ma droite, du coup, j'avais Bastos. Bastos qui tourne la tête vers moi et qui me dit moi ça va. Et Thibaut qui était en mode moi ça va pas du tout, non. Et qui était là, genre je n'adhère pas du tout à ça. Bastos lui était en mode moi, écoutez, si c'est vous qui voulez pas, ok, mais moi dans l'idée, ça me dérange pas, je m'en fous, je suis prêt à relever le gars. J'étais en mode oh merde. Bastien, vraiment, lui, prêt toujours à se sacrifier. Prêt toujours à tout, tu vois, le mec à fond. Et en fait, c'était trop drôle parce que dans cette vidéo, on était les deux seuls en couple. Ouais. Ils étaient tous célibataires, donc eux, ils s'en foutaient de faire tous les gages. Et nous, on était en mode, alors c'est quand même un peu gênant. Donc non, c'était rigolo. Mais attends, parce qu'avec Thibaut, vous vous êtes jamais embrassés devant la caméra? Jamais. Donc du coup, on l'a même pas fait là pour le coup dans cette vidéo-là, où je crois qu'il aussi, comme il fait des fois quand on s'embrasse en vidéo, les gens ne l'ont jamais vu parce que du coup on met un gros man 18 sur nos têtes et donc en fait on voit pas le bisou finalement. C'est devenu un truc un peu. C'est devenu un truc rigolo parce qu'en fait au début c'était vraiment surtout pour le côté et ça l'est encore un peu quelque part. Le côté, en fait les copains, on vous donne déjà beaucoup de nos personnes.
on partage déjà beaucoup de choses avec vous et c'est agréable d'avoir le sentiment d'avoir encore du contrôle sur certaines choses et de pouvoir garder des choses dans la sphère privée. Et du coup, c'est quelque chose que notre communauté comprend quand même bien. Peut-être les plus jeunes un peu moins qui aimeraient vraiment beaucoup voir le fameux bisou. Mais voilà, comme on leur dit, nous, ça reste quelque chose qui est de l'ordre du privé et ça vous apporterait rien du tout de voir un bisou entre Thibaut et moi. Parce qu'il y a fort à parier qu'au moment du bisou, ça ferait... Oh, ok. Oui, c'est ça, finalement. Non, mais voilà, je veux dire, ça apporte rien de voir des gens s'embrasser vraiment. Donc, en soi, non, ça nous va très bien de le garder pour nous. Et voilà, ouais, après, c'est devenu aussi même un mème un peu quelque part, parce que du coup, les gens l'attendent tellement que nous, on joue là-dessus en mode, eh ben non. Et on termine par Julie, 12 février. Ok. Alors, où est-ce que c'est? Ta première impression sur Julie. Ah, quand je l'ai rencontrée, du coup? Ouais. Et bien, franchement, j'ai kiffé de suite. En fait, elle est juste... Je sais pas comment dire, mais c'est hyper naturel. Quand on s'est rencontrés, ça s'est fait tout seul. Genre comme si on s'était toujours connus, qu'on avait toujours été copines, qu'on avait toujours parlé, et que c'était genre juste une nouvelle fois de plus où on se retrouvait, et qu'on s'était quitté quelques semaines avant, je sais pas, d'un repas ou d'une sortie, et qu'on se retrouve en mode deux copines qui discutent direct, hyper naturellement. Et elle est hyper... En fait, elle est à l'image de ce qu'elle est sur les réseaux. C'est vraiment une fille très bienveillante, qui a un gros parcours de vie, qui est très rigolote. C'est vraiment la fille qui croque la vie à pleines dents. Et je pense que sur les réseaux, c'est vraiment le bon exemple de... Moi, je dis souvent aux gens que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, t'as toujours deux façons de l'interpréter. Et en fait... Comment tu vas te sentir, ça dépend de comment tu interprètes l'événement. Donc pour moi, même s'il t'arrive quelque chose de très difficile, même si je sais que ça paraît difficile à croire, à entendre, même s'il t'arrive quelque chose de très dur, il y a toujours moyen de tirer le positif et de continuer quand même de garder la tête haute et d'avancer. Et pour moi, cette fille-là, c'est juste l'exemple même elle le fait très bien, de ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, elle a un parcours de vie qui est quand même ouf, elle a une histoire qui est hyper difficile et c'est un rayon de soleil. Enfin, elle a la joie de vivre, c'est impressionnant et c'est ce genre de personne que j'ai envie d'avoir dans ma vie, quoi. Parce que du coup, tu te dis, si elle a été capable de faire ça, à un moment donné, je vais pas commencer à me plaindre. Tu relativises un peu aussi avec tes... Alors évidemment, il n'y a pas d'échelle dans le malheur et dans les problèmes, mais c'est vrai que, en tout cas, de peut-être nos parcours, tu te dis, ça va, il y a pire quand même. Exactement, voilà, totalement. Je me demandais, parce que à la différence de peut-être de contenu un tout petit peu plus lifestyle, dans le fitness, j'ai remarqué qu'au niveau pro, collaboration et tout, vous êtes beaucoup sur des histoires de sponsors, ambassadeurs, enfin en tout cas quand tu as beaucoup d'abonnés. Comment ça fonctionne ce type de partenariat? Eh bien écoute, pour le coup, moi je suis en partenariat, mon gros partenariat sur le long terme, c'est Nutri, qui est un sponsor nutrition, du coup, comme son nom l'indique, c'est vrai, mine de rien, c'est pas mal. Et du coup, ils m'ont contacté assez rapidement quand ça a commencé à beaucoup monter sur les réseaux. J'ai été contactée par toutes les marques de sport au moment où ça a vraiment explosé pour moi. Ça a été difficile parce que je savais pas trop où donner de la tête, que moi à la base j'étais très... pas anti, mais j'étais pas du tout à l'aise à l'idée d'avoir des partenariats. Vraiment, c'était quelque chose au début que j'avais beaucoup de mal à me mettre en tête. Ça a été compliqué de me faire à l'idée que ça faisait partie du métier, qu'il fallait simplement bien les choisir, mais que ça faisait partie aussi du métier parce que c'est un moyen de vivre de notre métier aujourd'hui. Et que YouTube, ça suffit pas. Et c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué, surtout que tous les sponsors de nutrition sont arrivés en même temps. Donc j'étais en mode où est-ce que je dois donner de la tête, qui est bien, qui est moins bien, vers qui j'ai envie de me diriger. C'était difficile aussi parce que Thibaut, ça lui faisait un peu bizarre aussi que tout le monde d'un coup arrive sur moi en mode lui m'avait mise en avant, puis d'un coup il y a toutes les marques qui me sont tombées dessus. Donc ça fait très bizarre, donc il a fallu prendre du recul un peu. Et au début, moi, ma technique, ça a été de dire non à tout. Au début, je disais non à tout le monde. Et en fait, ça a été une bonne technique parce que du coup, on voit après, quand on dit non à tout le monde, ceux qui sont vraiment intéressés. Il y a ceux qui reviennent pas du tout. Et après, il y a ceux qui vraiment prennent le temps de montrer qu'en fait, ils sont intéressés par ta personne, par ton contenu, qui te suivent vraiment. Et que donc, du coup, s'ils veulent travailler avec toi, c'est parce que vraiment, ils adhèrent à toi. Et c'est pas juste un mail qui s'est perdu parmi tant d'autres qui a été envoyé à 10 autres personnes en mode « Bonjour, nous aimerions vous sponsoriser, machin ». Et du coup, Nutri, ça a fait partie de ces sponsors-là qui ont vraiment... celle qui m'a débauchée à l'époque, du coup, a vraiment... c'est vraiment donné. C'est-à-dire qu'elle m'a envoyé peut-être 4-5 mails. Elle a pris le temps de m'avoir au téléphone plein de fois. Elle m'a montré qu'elle connaissait vraiment qui j'étais sur les réseaux et ce que je mettais en avant. Et pour dire, elle a même fait développer un produit chez Nutri pour me convaincre de venir, qui est la farine de patates douces. Alors ça, c'est fabuleux. Non mais c'est incroyable. Quand on a sa propre farine. Non mais voilà, c'est fou. Je veux dire, on avait fini un appel téléphonique
Et elle avait été voir le patron de Nutri en lui disant, écoute, si on veut Juju, il nous faut de la farine de patate douce. Là, je me suis dit, on est quand même sur une marque qui cherche vraiment à avoir une vraie relation avec ses ambassadeurs. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis avec eux. Et ça fait 3 ans que ça se passe très bien. Qu'on fait des super projets ensemble, que ce soit de temps en temps pour faire des vidéos YouTube, par exemple le Fit 4 Chef que je fais sur ma chaîne une fois par an, que je fais avec eux, ou voilà d'autres petites vidéos vlogs parfois quand je peux aller dans leur bureau en Allemagne, un petit peu moins en ce moment, mais alors en fait c'est que tu signes un contrat à l'année. Et en fonction de ce contrat... Moi, dans mon cas, c'est un contrat à l'année. Ça marche pas forcément pour tout le monde comme ça. Je pense que ça dépend du nombre d'abonnés, etc. Ça dépend de plein de choses. Moi, dans mon cas, effectivement, c'est un contrat à l'année de prestations. Du coup, je suis un prestataire pour eux. Okay. Et par contre, je suis rémunérée chaque mois avec un salaire identique. Okay. Moi, il y a quelque chose que je fais pas, moi en tout cas. Dans ma façon de travailler, je ne marche pas du tout à la commission. Ça m'intéresse pas parce que j'estime que je suis pas commerciale. C'est pas mon métier d'être commerciale pour une marque et c'est pas du coup mon métier de ramener directement des ventes à une marque. Pour moi, mon métier c'est plus un métier d'image et donc de donner mon image à une marque et à une marque bien sûr à laquelle j'adhère et du coup de se dire que les gens qui me suivent puissent se dire ok, si Juju elle valide vraiment que ça fait autant d'années qu'elle travaille avec eux, c'est que ça vaut vraiment le coup. Donc c'est vrai que moi je suis pas trop partie prenante de travailler à la commission. Je l'ai jamais fait, même à mes tout débuts sur les réseaux, parce qu'à mes tout débuts, les partenariats m'intéressaient pas. Bien sûr. Et parce qu'après, je me suis dit, en fait, je veux pas être sous stress, pression de me dire tous les mois il faut que je fasse tant de ventes pour avoir tel salaire via la marque, etc. Parce que là, pour moi, on rentre vraiment dans un autre métier, en fait, tout simplement, qui n'est pas le mien. Je n'ai pas été formée à être une commerciale, c'est pas mes études, c'est pas mon métier, et je laisse ça à d'autres personnes qui le font beaucoup mieux que moi. Donc voilà, du coup, Nutri, voilà, c'est vraiment un partenariat qui dure depuis 3 ans et où je suis payée de façon fixe tous les mois. Et ça se passe plutôt bien, parce que du coup, ça fait 3 ans que c'est reconduit automatiquement et qu'on continue l'aventure, ouais. Et ça te permet de développer d'autres projets, puisque en 3 ans, tu as quand même fait pas mal de trucs. Je trouve que le plus gros projet, enfin en tout cas le premier très gros projet, c'était quand même ton livre de recettes. Ouais, le livre de recettes. Ouais, le titre m'est venu de suite. Ouais, le titre était assez naturel pour le coup. La patate douce, pourquoi ? Parce que vraiment, j'adore ça. Ouais. J'ai trouvé ça fascinant comment j'ai réussi à la cuisiner de toutes les sortes possibles, et je me suis dit mais c'est ouf en fait tout ce qu'on peut en faire. Et puis j'avais ce côté aussi, c'est cool de remettre un peu au goût du jour un vieux légume quelque part, parce que c'est un vieux légume, la patate douce. C'est un peu comme les courges, etc., qui reviennent vachement à la mode, mais qui sont des vieux légumes un peu oubliés. Et surtout, je voulais prouver aux gens que c'est hyper bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent souvent « Ah, moi, la patate douce, j'ai du mal, le petit goût sucré, là, pas ouf. » Et en fait, ça a été assez impressionnant quand j'ai fait mes recettes. Je me suis créé un petit groupe de proches qui revenaient toutes les semaines à la maison et à qui je faisais déguster toutes les recettes. Et en fait, on avait des petits questionnaires avec des notes, des commentaires à chaque recette. T'as vraiment tout fait. C'est-à-dire que t'es pas arrivé en disant... Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit « Bon, alors, Juju, ok, tu sors ton livre, donc nous, on va te préparer 50 recettes, tu mets ta tête. » J'ai vraiment tout fait de A à Z. Ça m'a pris 2 ans à faire ce livre-là. Donc c'est un gros boulot et les gens se rendent pas compte. Des fois, les gens sur mes réseaux me disent « Juju, c'est quand le prochain livre ? C'est quand le prochain livre ?» Je suis en mode « Les gars, si je pouvais, je vous en donnerais un par mois. Vraiment. » Mais il y a un prochain livre d'ailleurs ou pas ? Eh bien, il y a un prochain livre qui est démarré. J'ai commencé à l'écrire parce que du coup, moi, j'écris vraiment tout toute seule. Ouais. Je fais pas appel à quelqu'un pour écrire à ma place. J'écris tout de A à Z. Mais YouTube est un métier tellement diversifié où on fait tellement de choses que du coup, on a la tête à droite, à gauche. Et honnêtement, je pense que je dois réussir à me pencher dessus peut-être une fois par semaine. Donc, je croise les doigts très fort, et mon éditeur aussi, je le sais, pour que ce livre sorte en 2021. Mais c'est tellement de boulot, il y a tellement de choses à faire que dès que j'ai du temps, je m'y mets. Mais voilà, c'est difficile d'y consacrer toutes ces heures parce qu'à côté, il faut que je fasse mes montages YouTube, il faut que je fasse mes vidéos, Donc voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, mais c'est chouette. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire, donc ça se voit sur mes posts Instagram, la majorité des commentaires qui reviennent tout le temps, c'est « Mais t'arrêtes de nous pondre des pavés !» Ouais, t'as des longues légendes. Ouais, j'adore. T'aimerais bien faire un autre livre de recettes ou ce serait plus un livre pas de recettes ? C'est une bonne question. Alors en vrai, il y aura des recettes parce que ça reste quand même une partie de moi. Mais justement, en fait, la cuisine, c'est une partie de moi. Et aujourd'hui, là, t'as quand même plein de projets parce qu'on a parlé du livre, il y a eu aussi un coffret qui est sorti, la boutique en ligne. Avec qui tu travailles pour gérer tout ça ? Je sais que Thibaut, il travaille quand même très en famille, en tout cas de ce qu'il montre. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aussi, il t'a peut-être un peu influencé là-dessus sur le fait de travailler en famille ? Complètement. Et avec qui tu travailles aujourd'hui pour gérer tout ça ? Complètement. Alors pendant 1 an et demi, j'ai fait tout toute seule. Pour le coup, parce que mon papa a son travail, ma maman avait son travail aussi.
Et puis en fait, c'est vrai que petit à petit, en fait au début, c'est vrai que le deal avec mes parents, vu que j'ai eu mon diplôme de licence, j'ai été acceptée dans mon master et j'ai dit je ne vais pas dans mon master, je fais YouTube. Le deal avec mes parents, c'était ok, bah écoute, on voit pendant un an et demi comment ça se passe. Si vraiment tu nous prouves qu'effectivement ça peut être un métier et que ça peut marcher, on te soutient. Par contre, si jamais on voit que ça décolle pas et que voilà, c'est pas viable, dans ce cas-là, il faudra penser à retourner en master. Et en fait, du coup, au bout d'un an et demi, on a vu qu'effectivement c'était un métier et que ça pouvait être quelque chose de très chouette. Et du coup, petit à petit, en fait, mon papa qui lui est dans sa société, il est directeur fiscal, douane, finance comptable et tout ça, donc il a une grosse formation là-dedans. Du coup, il a commencé un peu de temps en temps à me donner des tips pour les contrats, m'aider à relire bien les contrats derrière moi, parce que pour la petite anecdote, au début quand j'ai lu mes premiers contrats, même avec Nutri, au début, je me souviens avoir lu le contrat, j'ai dit à mon père, je comprends pas tout, je comprends juste que si je le signe, je suis dans la merde, en mode c'est pas une bonne chose. Après, voilà, exactement. Et du coup, il a fallu, parce qu'eux, ils envoient leur contrat type, et si t'es pas bien entouré, tu le signes tel quel. Si tu es bien entouré, tu donnes aussi tes conditions à toi. Tu vois pas les petites lignes où on te dit et le droit, c'est à la virgule près. Donc, du coup, heureusement que mon papa m'a beaucoup aidée là-dessus. Et puis, ma maman qui, elle, pour le coup, je suis hyper bien entourée parce que ma mère, elle est dans le commerce marketing. Ouais. Donc, du coup, pareil, en fait, elle a commencé à voir que des fois, ça pouvait m'aider, en fait, de être un intermédiaire. Parce que du coup, c'est vrai que sur les réseaux, moi, je suis la petite Juju, hyper positive, hyper joyeuse et tout. Et après, par contre, quand il faut être aux négociations au téléphone, là, c'est la Justine sérieuse qui défend son pain, c'est le cas de le dire, qui doit prendre le dessus, qui doit se vendre, qui doit montrer que tu mérites tant pour ton travail, que ceci, que cela. Et du coup, c'est là que tu dois rentrer dans une autre image. Et en fait, c'est vrai que c'est bien maintenant que ma maman travaille avec moi, parce que ça y est, depuis le mois de septembre, ma maman est salariée de mon entreprise, elle travaille avec moi. Et du coup, c'est vrai que c'est cool parce qu'en fait, elle fait cet intermédiaire-là, ce qui fait que moi, j'ai plus le mauvais rôle, entre guillemets. Moi, je laisse ma maman faire la négociation, défendre mes intérêts, les intérêts de ma société. Et ensuite, moi, quand j'arrive, en fait, je fais juste mon travail de juju, youtubeuse. Et j'ai pu prendre en charge cette partie-là. Alors, j'étais très contente de le faire au début parce que ça m'a forgée et ça m'a permis de savoir aussi ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et du coup, aujourd'hui, ça me permet de briefer ma maman parce que ma maman apprend aussi quelque part. Même les tarifs, etc. Exactement. Aussi, donc, du coup, ça permet aussi, moi, d'être là derrière pour briefer ma mère et dire, non, là-dessus, par exemple, t'aurais pas dû faire ça, ou bien ça, c'était top, etc. Et du coup, et c'est elle aussi qui s'occupe de la boutique, du coup, en ligne. Donc, aujourd'hui, actuellement, pour l'instant, tout est envoyé depuis chez mes parents. Tout ce qu'on commercialise. C'est très familial encore. C'est très famille. C'est fait dans le salon, tu vois, c'est fait vraiment maison. Là, on va tout juste recevoir bientôt la petite imprimante qui permet d'étiqueter, parce que jusqu'à maintenant, elle écrivait toutes vos adresses à la main, les gars. Donc c'est vraiment... C'est la main de Madame Fitness. Non, mais voilà, exactement. Donc c'est vraiment du fait maison à fond. Et ouais, c'est Thibaut qui m'a pas mal influencée parce que c'est vrai qu'en fait, oui, pour le coup, qui mieux que mes parents peuvent vouloir mon bien, mon bonheur et mes intérêts. Et du coup, ils me défendent à fond. Il n'y a pas d'intérêt financier. Voilà, exactement. Bon, pour terminer, je voulais te montrer un petit message de quelqu'un qui est très proche de toi. Alors, il ne devait pas être si proche que ça, puisque c'était Thibaut qui avait envoyé un petit message, un petit message vidéo. Alors, il est venu jusqu'ici, mais on fait comme si on l'avait pas avec on fait nous. comme s'il n'était pas là. On fait comme s'il n'était pas là, parce que il avait quand même envie de participer un petit peu à l'interview. Donc alors attends, je te le remets du début. Avec le son. Avec le son, ce serait mieux. Coucou ma petite Juju, j'espère que tu vas bien et merci à Alix de m'offrir l'opportunité de faire ce petit clin d'œil. Écoute, moi c'est un petit message parce que je suis fier de toi, je suis fier de tout ce que tu as accompli. T'es pas que la copine de Thibaut InShape, même si je sais que tu es très fier de ça. Non, au contraire, t'es Juju, t'es JuFitCat, tu crées ton délire, tu crées tout ton univers autour de toi et je suis très fier de tes projets, de tes performances au CrossFit, dans tous les sports et je te souhaite que le bonheur, plein de bonnes choses. Et c'est toi qui es la meilleure et juste lâche rien et c'est que le début de l'aventure. Que le début. Gros bisous. Non, j'ai cru qu'il allait nous lâcher un petit boom. Quand il a dit et sache que c'est toi qui es juste la meilleure, je me suis dit le boom arrive, c'est trop mignon, merci mon bibou. Trop mignon. Ouais, c'est chouette. C'est trop chou. C'est chouette aussi, je trouve que ils mettent en avant ça que effectivement t'es pas que la meuf que la copine de Thibaut InShape. Et pour le coup, c'est lui-même qui s'est mis à reprendre les gens le premier. Quand les gens, et assez rapidement d'ailleurs, quand les gens nous croisaient dans la rue,
au début, il a fallu le temps un peu que les gens se fassent à l'idée que, au-delà d'être Miss InShape ou la copine de Thibaut InShape, je suis Juju Fitcat, une personne à part entière. Même Juju. Ouais. Et c'est vrai que c'est lui le premier qui s'est mis à reprendre les gens quand les gens dans la rue disaient « Oh, Thibaut InShape et Miss InShape » ou « Oh, Thibaut InShape et sa copine », qui disaient « Non, Thibaut InShape et Juju ». Ou Juju Fitcat, ou voilà, enfin, genre Juju les gars. Et en fait, c'est lui qui s'est mis à reprendre comme ça au début, parce que moi, j'osais pas. Et petit à petit, à force que lui se mette à le faire et que je me dise « Si, en fait, j'ai le droit finalement, moi aussi, de dire aux gens juste appelez-moi Juju les gars », parce que voilà, c'est ça, à la base, je suis Juju. Et du coup, c'est vrai que maintenant, les gens ont vraiment fait la distinction. Et même, c'est rigolo, parce qu'on a une grosse communauté en commun et on a aussi une grosse communauté pas du tout en commun. Et c'est ça qui est cool aussi. Ça veut dire que les gens peuvent avoir un intérêt à juste suivre Thibaut, comme ils peuvent avoir un intérêt à juste me suivre moi. Et mine de rien, c'est agréable aussi, et Thibaut le sait. C'est vrai que ça m'a fait aussi quelque part un peu plaisir de me dire qu'on avait aussi des abonnés qui n'étaient pas forcément en commun, dans l'idée de se dire, ok, je suis capable aussi de générer moi ma communauté, d'avoir les gens qui me suivent, pas juste parce que j'ai été connue grâce à Thibaut. Même si, comme je dis aussi toujours aux gens, je suis très fière que Thibaut m'ait mise en avant au début, parce que pour moi, ça signifie simplement qu'il a fait confiance à la personne que j'étais sur les réseaux, parce qu'au début, il me connaissait que via les réseaux, qu'il a vu peut-être un potentiel, qui s'est dit que je pouvais faire quelque chose de chouette, et j'étais hyper fière de ça. Je me suis dit, c'est top, en fait. C'est juste une autre façon de s'être fait connaître. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne ou de mauvaise raison. Et puis, Thibaut a mis tellement de gens en avant sur ses réseaux. Oui, c'est vrai. Il a mis beaucoup de personnes en avant, et du coup, je me dis, ouais, c'est hyper cool, en fait. C'est une bonne façon aussi de faire lui ce qu'il fait, en mode, non, j'ai pas envie forcément d'être tout seul là-haut, à bien marcher. C'est cool d'aider aussi des personnes à faire des choses chouettes, ouais. Eh ben écoute, ma petite Juju, ça y est, on a terminé. Eh ben c'était trop cool, j'ai pas vu le temps passer, ça fait plaisir. C'était trop bien. Bon, il y a une petite tradition à la fin du clic, c'est que tu recommandes quelqu'un que tu aimerais voir à ta place, plusieurs personnes, une personne, comme tu veux, et comme ça, moi, ça me permet de lancer les petites invitations après, je ne te cache pas. Ok. Donc je te laisse me faire ta petite reco. Eh bien écoute, en vrai, mais j'ai trop de recos. Vas-y, fais. Écoute, en vrai, je vais te dire mon bibou, qui je pense pourrait être hyper intéressant, Roxane, parce que une maman youtubeuse en or, au taquet, et franchement, pour concilier les deux, faut y aller quand même. Et 12 février, Julie, parce que grosse histoire de vie, et je pense que ça peut être hyper intéressant. Eh ben, ça me plairait beaucoup. Donc l'invitation est lancée. Il faut venir. Les filles et Thibaut. Et Bibou. Les filles et Bibou. L'invitation est lancée, voilà. Après, on se donne rendez-vous en DM. Exactement. Bon, tous les réseaux sociaux de Justine sont affichés là, les miens aussi, tout est dans la barre d'infos, venez suivre sur Instagram toutes les vidéos dont on a parlé, les comptes Insta, c'est dans la barre d'infos. Nous, on vous fait des très très gros bisous et on vous retrouve bientôt. Ciao. Bisous.